Un autre cas de corruption de nouvelle lecture, le directeur général de la LONAGUI, Lansana Sheriff Haïdara, soupçonné d'avoir détourné plus de 20 milliards de francs guinéens, a été limogé de son poste. Des interrogations légitimes sur la gestion et le mécanisme de mobilisation des ressources par cette société anonyme à caractère public se posent. Pour trouver des réponses, nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahim Assouri Kamara sont allés à la rencontre d'un spécialiste en économie. Suivez. La LONAGUI, l'institution qui régularise les jeux de loterie en Guinée. Sheriff Haïdara est démis de ses fonctions de directeur général pour détournement de fonds estimés à 27 milliards de francs guinéens. Mais avant que ces faits ne soient établis par une décision de justice, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de la société. Cet universitaire est spécialiste en économie. D'après lui, la chaîne de fonctionnement de cette société est particulière. La LONAGUI, c'est une autorité de régulation qui a une mission qui est axée sur 3 axes. Le premier, c'est l'organisation. Le deuxième, c'est la gestion. Le troisième, c'est l'exploitation de tout ce qui est jeux de loterie. Tombola, Guinée Games, ainsi de suite. La LONAGUI a le monopole des jeux en Guinée. La LONAGUI peut concéder cela à des sociétés telles que Guinée Games et d'autres que vous connaissez dans le cadre de l'exploitation de ce type d'activité. Les jeux de la loterie encaissent des centaines de millions de francs guinéens par jour. Une question se pose. Comment cette société anonyme à caractère public qui coordonne ces jeux fait entrer des fonds dans les caisses de l'État? La LONAGUI collecte ce qu'on appelle les ressources publiques à travers le paiement des licences d'exploitation que les sociétés qui sont concessionnaires lui versent. La LONAGUI également perçoit des ressources sur le montant payé par les parieurs. Aujourd'hui, cette société étatique est sans doute dans le viseur du Premier ministre qui a engagé une campagne de lutte contre la corruption et le détournement des biens de l'État. Mais en attendant que ce dossier soit épluché par la justice, les citoyens se demandent si ces fonds perçus par cette société sont reversés dans les caisses de l'État. La Cour suprême se déclare incompétente dans le traitement du contentieux électoral à Matoto. Elle a rendu son verdict ce jeudi. La Cour avait été saisie par le candidat de l'UFDG à la mairie de cette municipalité, la plus grande du pays. Suivez. Au fond, la Cour a constaté que la décision du ministre est indissociable du contentieux électoral et conséquemment s'est déclaré incompétent. La conséquence que nous tirons de cette décision, c'est que nous sortons vainqueurs de cette décision. Pourquoi? Cela revient à dire que la Chambre administrative, dans notre interprétation, n'a pas considéré la décision du ministre de l'administration du territoire. A plutôt estimé qu'il n'appartient pas au ministre de l'administration du territoire de prendre une décision en lieu et place des tribunaux. Et maintenant, la partie la plus diligente ou qui se sentirait lésée pourrait saisir le tribunal de première instance du contentieux. Pour nous, il n'y a plus de contentieux. Donc nous sortons satisfaits de cette décision parce que pour nous, la Cour suprême, dans sa chambre administrative, a estimé que la décision du ministre de l'administration du territoire est nulle par rapport à l'article 114 qui donne la compétence au tribunal de première instance pour trancher le contentieux. Et ce contentieux par rapport aux faits, comme vous le savez, se sont déroulés à Matoto et sont indissociables aux élections proprement dites. Et le contentieux électoral, comme vous le savez, se rapporte non seulement aux faits et opérations qui se situent avant les élections, qui se rapportent aux élections proprement dites et qui se situent également à tout ce qui advienne après les élections. Or, les faits imputés au ministre se rapportent effectivement à ces élections dont sont indissociables aux élections dont il s'agit. Et conformément à l'article 114 du Code électoral, le contentieux électoral relève du ressort du tribunal de première instance du lieu de la situation où des faits sont survenus. Or, Matoto étant donc situé dans le territoire de Mafanko, en l'espèce, on a eu saisi ce tribunal-là et non la Cour suprême. Donc aujourd'hui, le contentieux électoral
n'est plus la compétence de la Cour suprême. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, puisqu'on reproche au ministre de s'être émixé donc dans ce contentieux, dans ces élections, que les faits là sont protégés par la Cour suprême. Donc la Cour, en se déclarant incompétente, à notre avis, n'en fait que dire le droit dans ce dossier. La sculpture, une passion pour un jeune sorti de l'Institut supérieur des arts de Dubrika. Son nom, Mamadi Kanté, pratique son métier de rêve, joint les cours théoriques à la pratique. Aujourd'hui, il s'en sort bien, mais non sans difficulté. Avant d'aller à son lieu d'exposition, le jeune sculpteur a reçu Mamadou Sadio Baldé dans son atelier pour le voir dans ses œuvres. Tu as le travail autour de toi, ils ignorent ça. Autour de toi se trouve un travail, il le dit bien Mamadi Kanté, 31 ans. Son constat personnel, les carrefours de notre capitale sont les plus muets de la sous-région. Les masques dans leur diversité, la représentation des personnalités qui ont marqué l'histoire, le scorpion et la femme africaine dans son quotidien sont exposés au studio Kira. Mais nous préférons prendre l'artiste dans son atelier pour comprendre au mieux sa cuisine. Une figure politique guinéenne, Sékou Touré en pleine fabrication. Les images défilent dans son répertoire, dans son esprit aussi. Mon œuvre communique avec moi, quoi. Mais c'est moi qui peux le savoir. Mon œuvre communique avec moi. Déjà, je viens, on discute lui et moi. Voilà, c'est pas cette partie qui n'est pas bonne. Il faut rétuger telle partie. Mais ça se passe dans la tête, quoi, au fait. Vous voyez, ça se passe dans la tête. Comme tout autre métier, c'est pas seulement dans le métier des arts, quoi. Il utilise des outils rudimentaires, pour ne pas dire archaïques. C'est pourquoi ces œuvres ont du mal à résister aux intempéries. Là, c'est le modelage. Après le modelage, le moulage. Après le moulage, l'assemblage. Après l'assemblage, la finition. Donc, si je n'ai pas les moyens de faire le moulage, l'assemblage et autres pour faire la finition, bon, ma matière finie reste dans l'argile comme ça. À la différence des sculpteurs qui utilisent le bois, Mamadi Kanté, lui, a besoin du papier, du fer et tout ce qui tombe sous ses yeux. L'essentiel, c'est parvenir à ses objectifs. Je récupère les canettes, les boîtes de jus, les Coca-Cola, leur couvercle là, c'est pour la décoration de mes matières que je fais. J'en ai fait beaucoup d'œuvres comme ça avec les tôles. Après les tôles, parce que tout ce qui est fer, même les bougies, je vais dans les garages, je récupère les bougies, je récupère les chaînes de moto, je récupère les petits blonds, les petites... tout ce que je récupère, je trouve que ça peut rentrer dans la fabrication de mon œuvre, je récupère tout de suite. Il rêve de poursuivre la formation, obtenir un four moderne, approcher un maximum de jeunes et concrétiser réellement ses projets.